Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique tant attendue de The Mandalorian saison 1 fait par Disney+. Alors déjà on va commencer par un point, Disney+ n'est pas encore arrivé en France, il va arriver prochainement. Donc la seule manière de regarder ces épisodes, ce n'est pas d'une manière légale, donc pas de façon de le regarder de manière légale. Ça n'existe pas en tout cas pour le moment. Ça arrivera dans 3 mois. Ce qui veut dire que tous les youtubeurs qui ont sorti leurs vidéos très rapidement après la diffusion de la sortie américaine ne l'ont pas regardé d'une manière légale. Je fais donc le même choix de proposer ma vidéo maintenant et pas lors de la sortie française. Certains ont fait ce choix, je pense à Captain Popcorn par exemple qui fait ce choix, par respect pour cette décision qui est quand même étrange. Personne n'a attendu, en tout cas très peu de youtubeurs ont attendu, à part lui, je n'ai aucun autre exemple de personnes qui attendent. Peut-être si Cult & Click aussi, je crois que Cult & Click n'ont pas fait de vidéo, donc également ils attendent. Et ils attendent la diffusion officielle. Alors moi ça ne me dérange pas personnellement puisque je suis obligé par exemple de télécharger les séries du Arrowverse car elles sont indisponibles en VF de la meilleure des VO d'ailleurs, je devrais dire, de la meilleure des façons possibles. Par exemple il était impossible de suivre le crossover Crisis on Infinite Earths puisque les différentes séries sont proposées sur différentes chaînes à différents moments dans l'année. Legend of Tomorrow sort à la fin de l'année chez C-Star, je crois que c'est ça la chaîne, Superior également, Flash j'ai aucune idée mais ça doit être le groupe TF1, et Arrow c'est Netflix. Et je peux vous dire que Batwoman, je sais pas du tout où ça va être, mais quelque part dans le monde. Donc pour suivre le crossover c'est littéralement impossible. Donc toutes les personnes qui ont suivi le crossover ne l'ont pas regardé de manière légale, et également ça. Donc je vais exclure ceci là-dedans, et on va parler de Mandalorian. Donc on va faire une partie sans spoil, comme ça ceux qui ont décidé d'attendre et veulent attendre qu'elle soit sur Disney+, eh bien vous ne serez pas spoilés. Et on va rapidement passer à la suite parce que ceux qui sont là, en fait on a tous envie de savoir mon avis sur cette série. Alors j'ai été très dur avec Star Wars ces derniers temps, surtout avec Star Wars épisode 9, mais The Mandalorian est sorti au même moment. Moi je regardais un épisode par un épisode, puis après j'ai eu un petit trou parce que voilà j'ai eu quelques petits soucis, et voilà après donc j'ai rattrapé les épisodes qui me manquaient, et c'était une expérience où je n'attendais rien. Je l'avais même dit, il me semble, sur une de mes vidéos de la chaîne, je sais plus laquelle, où j'avais dit The Mandalorian, c'est pas que je n'attends rien, mais l'univers Star Wars me semble être tellement en panne à ce moment-là de l'écriture de ce scénario, que je me suis dit, faire une série The Mandalorian, est-ce que vraiment c'est intéressant? Est-ce que vraiment c'est quelque chose dont on a besoin sur l'univers Star Wars? Est-ce que c'est ça dont l'univers Star Wars a besoin? Je pensais moi personnellement que la série Obi-Wan, qui est toujours prévue et qui normalement va arriver, serait la première série diffusée là-bas parce que c'était pour moi la série la plus attendue, qui avait le plus de buzz, parce que c'est Ewan McGregor, et personnellement c'est une de mes séries que j'attends le plus parce que j'ai hâte de retrouver cet Obi-Wan Kenobi. Et donc la série Obi-Wan c'était une série qui m'avait hypé. Et la Mandalorian, je vais pas mentir, mais elle était passée un peu sous le radar. Et puis elle est sortie. Et le premier épisode est sorti. Et ça, bon bah, si vous avez réussi à pas être spoilé, je sais pas sur quelle planète extraterrestre vous vivez, mais j'espère qu'il fait beau là-bas. Parce que, bah, ils ont inventé le bébé Yoda. Alors je vais pas spoil plus que ça, mais le bébé Yoda est aujourd'hui partout, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les photos, partout, The Mandalorian. Vous avez, enfin voilà, vous tapez juste Star Wars, maintenant le bébé Yoda apparaît quasiment automatiquement. Donc effectivement, il y a un bébé qui est de la même espèce que Yoda, et qui est apparu dans le premier épisode, et qui est même le final du premier épisode. Ça, je vais pas vous dire ce que j'en pense, je vous dirai en partie spoil. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que Jon Favreau, cette année, c'est quand même un champion du monde, parce qu'il nous a fait, il a tourné dans l'Avengers Endgame, il a fait le Spider-Man, il a tourné dans le Spider-Man, et il a fait le Roi Lion, qui est peut-être pas le meilleur film de tous les temps, ça c'est clair et net, mais qui n'est pas aussi affreux que ce que j'ai pu lire sur internet, et parce qu'il fait pas d'erreur, c'est juste qu'il n'est pas intéressant. C'est un film qui n'est pas intéressant. C'est pas un film affreux, j'ai déjà entendu que c'était un film affreux. Non, il a juste fait son travail, parce qu'avec ce genre de film, je pense qu'on ne peut rien faire de mieux. Et là, avec The Mandalorian, il est arrivé, et contrairement à J.J. Abrams, il avait des idées. C'est un homme qui a eu des idées. Parce que tout ce que j'ai vu dans cette série, c'est une volonté, une envie de te raconter une histoire et de bien faire. Ce que je n'ai jamais ressenti dans cette nouvelle trilogie de Star Wars. Alors que là, oh, mais quand vous regardez ça, ça vous rappelle déjà à quel point Star Wars est un univers ultra riche et qu'il a des potentiels immenses, et ça vous donne une idée à quel point la pauvreté de l'esprit de J.J. Abrams qui avait très peu d'idées. Alors que là, Jon Favreau, il a un univers très riche, et ben il est allé voir de partout. Il a tout utilisé, il a récupéré tous les produits, il a récupéré toutes les idées
qu'on aurait pu retrouver dans un Star Wars, c'est-à-dire des peuples très différents. Il est même retourné voir des Jawa par exemple. Les Jawa qui n'ont jamais été des peuples qui étaient ultra intéressants, sauf dans les jeux vidéo où des fois par exemple les Jawa étaient plutôt marrants. Et ben là il en a fait des personnages encore plus intéressants que ce qu'ils étaient de base. Et je reviens pas sur bébé Yoda. Et tout est génial en fait. Il n'y a pas de faute dans cette série. Il n'y a pas d'erreur. C'est pas une série dans laquelle on sent déjà on sent qu'il y a des moyens. Ça on en parlera après. Mais on sent que c'est une série où il a dit, moi si je fais une série de Mandalorian, je m'éclate. C'est-à-dire que je prends des gens, je leur fais faire un peu tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas à venir me dire ça c'est pas bien, ça c'est... Non. Je fais et on verra ce que ça donne. Et bah des fois quand les réalisateurs sont laissés très très libres, et ben ça peut donner des catastrophes. Moi j'aime bien quand on laisse les réalisateurs faire leur travail parce que c'est bien, parce que comme ça a une vraie vision d'auteur. Et c'est important je trouve dans ce monde aujourd'hui. Eh bien voilà, Rian Johnson je pense il a une vision d'auteur. J.J. Abrams beaucoup moins, mais parce que J.J. Abrams c'est un réalisateur qui fait des films très bien, mais par contre question scénario ça a toujours été son problème, pour moi en tout cas. Et alors de l'autre côté, bah lui il arrive, Jon Favreau, il s'est dit, moi, de toute façon ils en attendront rien de ma série. Et bah qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais faire plaisir aux gens. Et faire plaisir aux gens, je l'ai déjà dit, je l'avais dit dans ma vidéo humoristique sur Star Wars, normalement ça ne marche pas. Mais pourquoi? Parce que quand on veut faire uniquement que plaisir aux gens, ça ne marche pas. Et là, en fait, où il a été génial, Jon Favreau, c'est que au lieu de faire plaisir aux gens, parce que ça, oui, il fait faire plaisir aux gens, c'est évident, mais il a surtout eu l'idée de génie de créer un personnage du point A au point B, qui n'est pas relié au Skywalker pour une fois, qui est relié à rien. Il l'attrape et il l'emmène avec lui dans son univers. Il fait pas forcément des références à tout, même si on reconnaît un peu. Et il utilise la mythologie de Star Wars pour faire quelque chose où il ne s'embête pas avec la force, avec tout ça, même si il en parle un petit peu. Il fait quelque chose de très terre à terre. Il suit vraiment on va dire les gens classiques, c'est-à-dire les petits chasseurs de primes, les populations classiques qui sont malmenées. On voit quelques Stormtroopers, mais vraiment cette série pourrait avoir lieu en dehors de l'univers Star Wars, que ça ne serait pas gênant. Parce que c'est une bonne série de base. C'est-à-dire que le scénario est bon. Et en fait, c'est juste qu'il l'a inscrit dans l'univers Star Wars. Mais de base, la mission, l'objectif, le fait qu'il récupère le bébé Yoda, etc., tout ce qu'on voit dans la série, ça aurait très bien pu marcher en dehors de l'univers Star Wars. Ça prouve la force du scénario. Et c'est là où, pour moi, Jon Favreau, il a tout compris. Parce que c'est bien d'utiliser la mythologie de Star Wars, et il va très très bien le faire, mais aussi c'est bien de bosser un scénario de fond qui se tient, et qui se tient même sans l'univers Star Wars. Juste qui se tient. Et que les personnages, ils soient logiques et cohérents du début à la fin. Et que il n'y ait pas 150 personnes qui viennent te proposer des scénarios en même temps, non, qu'il y ait une personne qui ait un scénario du début à la fin. Et c'était génial. Alors, Pedro Pascal, je sais pas comment il a fait. Pedro Pascal, alors si vous connaissez pas, c'est l'acteur qui a joué dans Narcos, il a joué dans Game of Thrones, bref, c'est un acteur qui est très bankable en ce moment. Et alors il joue The Mandalorian, donc il joue voilà, le Mando, comme on l'appelle. Moi je l'avais en VO, donc voilà, The Mandalorian, et donc il arrive, il déborde de charisme, et on voit jamais son visage. C'est effrayant quand même, hein. Je trouve que quand il y a eu des moments par exemple, alors là, mention spéciale aux musiques, qui sont très très bien trouvées, aux plans de caméra qui des fois se mettent à être fixes et montrent pourtant le casque d'un Mandalorian, qui donc ne peut pas montrer d'expression, il n'y a pas d'ouverture, donc il ne peut pas montrer d'expression, rien, comme les Stormtroopers. Et juste par la musique, par la façon dont il montre la chose, on ressent toute l'émotion. C'est génial, c'est génial. Ça me rappelle comment il faisait avec Dark Vador. Dark Vador, quand vous regardez ces trucs, les images, il peut pas faire d'expression, mais juste un plan de caméra posé comme ça et avec une bonne musique, avec une bonne intention, et ensuite avec un bon dialogue, ça fait tout le boulot. Ça fait tout le boulot. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, la façon dont il a été traité dans toute cette série. Et c'est là où je me suis dit, mais ça méritait qu'on le raconte. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que j'en attendais rien. Parce que tout était génial. Et ce serait pour moi méchant de dire que seulement le bébé Yoda est le truc dont on doit parler dans cette série. C'est pour ça que je l'évacue et qu'on n'a pas en partie spoil. Parce que c'est effectivement un produit génial. Et c'est génial le bébé Yoda. Mais pour moi, rien que
la série en elle-même, les objectifs, la façon dont elle est écrite, les épisodes, le rythme des épisodes qui est génial. Tout est génial. Et tous les personnages sont intéressants. Il n'y a pas de mauvais personnages dans cette série. Et voilà. Ça fait une belle œuvre à la fin. Et c'est sublimé par le fait qu'on est dans l'univers Star Wars, qui est un univers génial, avec du bébé Yoda, avec des Jawa, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont géniaux. Moi j'ai adoré. Moi les Jawa, ça c'est... Mais les Jawa, mais... Alors moi, bon j'ai envie de les frapper, moi les Jawa, mais c'est normal. Mais ils sont géniaux les Jawa, ils sont géniaux. Et puis des créatures, des idées, des personnages qui ont un phrasé particulier. Il rencontre un personnage dans le premier épisode, il a un phrasé un peu particulier, il termine ses phrases toujours de la même manière, parce que je l'ai dit, machin, je sais plus comment il termine sa phrase. C'est génial. En fait, tout est fait pour que à chaque fois on se dise ah mais tiens ça c'est une bonne idée, ça c'est une idée intéressante, ça c'est intéressant. Et donc on parle que du bébé Yoda, mais en réalité tout est bien. La réalisation est géniale. On a quand même des scènes dans l'espace qui ne font absolument pas kitsch et qui sont super bien réalisées. Alors, la série a coûté très cher, on en parlera après, mais forcément elle est magnifique, Et c'est... Si je devais vendre Disney+, effectivement, je comprends pourquoi ils l'ont mis en première, parce que c'est une excellente série. C'est une excellente série. Et ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une saison 2, donc on n'est pas prêt d'avoir fini d'avoir des bonnes choses. Alors, je vais juste aller vite. Juste pour vous dire que j'ai kiffé, mais comme un fanboy, hein, ça c'est clair et net. L'apparition d'Apollo Creed. Alors, si vous ne connaissez pas, donc c'est de la saga Rocky, qui apparaît dans la série. Donc, bien sûr, ce n'est pas Apollo Creed, hein, mais c'est l'acteur qui a interprété Apollo Creed, qui est un homme que j'admire énormément, que j'ai toujours adoré. Et donc, il interprète en fait la personne qui gère les chasseurs de primes. En gros, il leur remet leurs primes, il leur donne des missions, etc. Je le trouve hyper intéressant. Et en plus ça a avancé, plus il était intéressant. Bon, bravo, très bon développement de personnage. Ensuite, on a Cara. Ah oui, Cara, très bien interprétée, très intéressante. Une femme, c'est bien, mais en plus, c'est pas marqué c'est une femme, c'est marqué juste que c'est une chasseur de primes. C'est très bien, c'est très bien. Ça fait pas du tout, ça fait pas du tout année 2020 où on veut placer absolument une femme. C'est très très bien. On a plein de choses différentes qui sont utilisées dans la série. Maintenant, le reste des personnages, je les ai trouvés intéressants, mais pas forcément des personnages majeurs dont je me suis dit ah là là, ils sont géniaux. On reviendra sur bébé Yoda après. Mais ceci étant dit, il y a un personnage qui apparaît à la fin, dont je vous parlerai après, qui apparaît à tout derniers épisodes et qui, bon bah là, promet beaucoup pour la saison 2. Personnellement, je terminerai juste sur un point, c'est qu'il y a un acteur de Sons of Anarchy qui apparaît dans la série, et vu que je suis fan des Sons, eh bien forcément ça m'a fait plaisir. Voilà, je vous raconterai pas plus. Voilà, vraiment c'est une série sur des chasseurs de primes, comme je l'ai dit au début. Et cette série des chasseurs de primes, elle est bien, elle se tient du début à la fin. Scénaristiquement, il n'y a pas d'erreur. Et franchement, c'est une des meilleures séries, je pense, que j'ai vues en 2019, puisque je l'ai terminée en 2019. C'est une série géniale, et je pense que c'est bon signe pour Disney, parce que effectivement, si les films ne peuvent plus apporter ce truc génial et ne peuvent plus se renouveler, c'est peut-être par les séries qui vont y arriver, et ça serait bien. On va passer en partie spoil, parce que j'ai des choses à dire, donc on va passer en partie spoiler. Alors maintenant, donc j'estime que vous avez vu la série, et donc on va pouvoir spoiler. Alors, on parle de bébé Yoda maintenant, parce que je voulais pas spoil, et j'avais pas envie de spoil sur bébé Yoda. Comme je l'ai dit, je trouve qu'on en fait trop sur le bébé Yoda. Mais, est-ce que c'est pas l'objet marketing le plus fou de ces 15 dernières années? Je pose la question. J'enlève BB-8. J'enlève BB-8. Pour moi, c'est en dessous. Je cherche les porgs, bien sûr que non. Mais je vais même sortir de Star Wars. Quel objet marketing est plus fort que bébé Yoda aujourd'hui? Je pose la question. Et ben, j'ai pas la réponse. Je l'ai cherché tout le week-end. J'ai cherché tout le week-end. Impossible de trouver. C'est un truc, mais c'est un ovni ce truc-là. Tu te dis déjà comment ça se fait qu'on n'ait jamais eu une idée pareille. Le truc, c'est hyper attachant. T'as envie de lui faire des bisous à ce truc-là. Si jamais, mais je pense que ça arrivera jamais parce qu'on est chez Disney. Si jamais il y en avait un qui tue bébé Yoda, ça deviendrait le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, je pense. Clairement. Ça serait un truc de dingue si ça arrivait. Parce que là, la personne qui oserait tuer bébé Yoda, je pense que c'est terrible. Je pense que c'est terrible. Je pense qu'on là vraiment, il va devenir un méchant iconique de l'univers Star Wars. Vraiment, hein, ça peut être dans le top 2 ou top 3 des méchants. Et vu que
Le méchant est interprété par Gus Fring, bien entendu de Breaking Bad, donc Giancarlo Esposito, j'arrive jamais à prononcer son prénom. Giancarlo Esposito, qui est donc Gus Fring de Breaking Bad. Et quand je l'ai vu à la fin, oh là là, le plaisir que c'était. J'étais pas du tout au courant, moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai tellement suivi cette série de loin, en me disant ça arrive, mais je m'en fiche un peu, que quand c'est arrivé, mais là j'ai fait, oh, il y a lui, il est dedans, et là il apparaît, il déborde de charisme, et puis en plus la scène finale avec le sabre, oh là là. Heureusement qu'on a une saison 2, j'ai envie de dire, parce que ça, on n'aurait pas eu de saison 2, j'aurais été très malheureux. Maintenant je peux rentrer un peu plus dans le spoil. Donc en gros l'objectif de la série, c'est de faire en sorte que Mandalorian, donc Mando, protège le bébé Yoda, lui trouve un endroit dans lequel ils pourraient vivre ensemble, loin de la guilde qui est en train de les pourchasser. Il est donc pourchassé dès la fin du premier épisode parce que en fait il capture le bébé Yoda, le ramène et se rend compte qu'ils vont lui faire subir des malheurs et décide. Alors ça c'est le seul défaut que je trouverais à la série, voilà c'est le seul défaut, mais vraiment c'est juste pour dire, c'est juste que je trouve personnellement hein, que quand Mandalorian fait son choix, je ne sais pas pourquoi il fait ce choix. Ça n'a jamais été très clairement expliqué dans la série. Alors nous, en fait, on fait nos propres déductions, c'est qu'on peut imaginer qu'il n'a pas envie que ce bébé soit tué, que là, en fait, il se découvre une conscience. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Mais je trouve que ça aurait été bien qu'il y ait une vraie explication. Je sais pas, moi par exemple, je sais pas, j'ai jamais tué d'enfant. Enfin, je trouve que juste le fait que ce soit un enfant, est-ce que ça justifiait vraiment qu'il ne le tue pas, enfin qu'il ne le laisse pas mourir? Je sais pas, oui, j'ai envie de dire oui, mais ça veut dire que si ça avait été un adulte, il l'aurait tué quand même. Enfin, il l'aurait tué. Voilà, ça fait un peu étonnant, mais bon, c'est pas très grave. Parce que c'est pas majeur. Le bébé Yoda, bon bah ça, idée de génie, hein. Idée de génie, Jon Favreau. Waouh, là il met à l'amende toute la concurrence des mecs qui ont bossé sur Star Wars depuis... Oula. Il arrive, il sort une idée comme ça, tu te dis mais pourquoi personne n'a eu une idée comme ça avant? Le truc c'est génial, c'est magnifique. Faut savoir que le bébé Yoda, la construction de bébé Yoda a coûté 5 millions de $. Mais tu m'étonnes, le truc il a l'air réel, t'as l'impression qu'il est vrai, qu'il va vivre, qu'il va te parler ce truc là. Quand il utilise la force, mais il y a une... C'est magique, c'est incroyable. S'ils en ont fait un personnage ultra attachant, mais là en fait j'ai envie de dire ça se pilote en automatique maintenant. Parce que juste le fait déjà de voir sa bouille, moi ça avait marché. Et alors après, quand ils ont commencé vraiment à en faire une sorte de petit bébé hyper attachant, et qui en plus il peut soigner des gens, qui en plus a la force, oh là là, mais ils en ont fait un personnage génial quoi. Pour moi c'est plus fort que le produit marketing que c'est. Et c'est pour ça que ne parler que du bébé Yoda, ça me gêne, parce que c'est le bébé Yoda en lui-même, oui c'est un produit génial, mais c'est en plus selon moi des idées de scénario, un développement de personnage, et puis une quête qui va être géniale. Ensuite, alors là, je trouve que Jon Favreau, il a été hyper imaginatif, c'est-à-dire que jamais aucun épisode ne s'est vraiment ressemblé. Chaque épisode, il arrive quelque part. Alors moi, ça m'a fait un côté très Stargate que j'aime énormément. Vous savez, parce que pour ceux qui regardent Stargate SG1, vous avez Mandalorian qui arrive quelque part sur une planète, par exemple. Alors dans Stargate, on prenait la porte des étoiles et on arrivait quelque part. Il y avait un problème, quelque chose, et il pouvait essayer de le régler. Et en même temps, bah, on suivait une histoire sur la totalité de la saison, et à la fin, il y avait une conclusion. Et bien là, on avait un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a toujours en fil conducteur l'idée que ils sont recherchés. Mais en même temps, bah, ils se déplacent de planète en planète, ou de lieu en lieu, pour être vague, pour essayer, à chaque fois, qu'il leur arrive une aventure. Donc par exemple, ils vont aller affronter ça, mais ça, c'était génial, ils vont aller affronter, vous savez, un AT-AT de Star Wars. Et c'est là où je me suis rendu compte, alors déjà ça rehausse le niveau des Ewoks, hein. Sur l'échelle de Richter des Ewoks, bah, ça les rehausse, parce que les Ewoks ils ont quand même réussi à leur faire bien des misères à ces petits pods là comme ça dans la forêt, parce que là on voit quand même que les humains ils ont beaucoup de mal ils ont beaucoup de mal à les battre quoi, ils ont beaucoup de mal, et pourtant il y en a qu'un, c'est pour dire. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul et ils ont du mal à le battre. Et que nous, il y en avait de la pleine forêt à l'époque. Donc ça a rehaussé le niveau des Ewoks. C'est-à-dire que les Ewoks qui sont passés de peut-être objet marrant du 6 à au fait c'est vrai qu'ils ont été plutôt malins et plutôt inventifs et plutôt doués quoi. Et bravo à eux. Et bah, cet épisode il était génial, super bien écrit, avec une sorte de relation amoureuse qui était en train de s'introduire, de se développer.
j'ai failli, qui était en train de s'introduire. Phrase magnifique. Franchement, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas osé. Et puis, bah voilà, après, donc on revient sur le casque, on revient sur pas mal de choses. J'ai trouvé ça génial. Super bien développé, et puis bah on comprend qu'il peut pas rester sur la planète et qu'il faut qu'il passe à la planète d'après. Derrière, on a une mission un peu à la Suicide Squad, c'est-à-dire qu'on met que des méchants ensemble, et c'est la Suicide Squad comme ça aurait dû être, c'est-à-dire une Suicide Squad réussie, avec des personnages qui sont vraiment méchants et qui ont envie de se trahir les 3/4 du temps, mais qui ont un objectif commun, donc ils vont s'allier jusqu'au bout, et hop, quand ils l'ont réussi, et ben hop, toute l'équipe se casse en deux. Et toute l'équipe se casse et justement ils emprisonnent celui qui pour lui et pour eux était pas celui qui était le plus fiable et qui était donc Mandalorian, le Mando. Et ils repartent avec lui et puis là c'est génial où ils le pourchassent dans le vaisseau et avec cette photographie à un moment par exemple où t'as le Mandalorian qui apparaît comme ça, Mando qui apparaît dans le noir comme ça, hop t'as juste son casque qui apparaît, il se retourne et bah à côté très Batman, si on veut vraiment comparer à ce niveau là, c'était génial. Moi j'ai adoré cet épisode, je crois que c'est mon préféré, j'ai trouvé ça génial parce que c'était hyper friendly, puis après derrière il arrive, il ramène le gars, et hop, il les piège parce qu'il laisse un petit objet et t'as l'armée qui arrive. Mais que des bonnes idées, Alors en plus ça fait très série animée, je trouve, série Clone Wars, un peu comme ça. Je trouve que c'était très bien, mais c'était génial. Franchement, bravo. C'était une super idée à développer du début à la fin. Et c'était hyper cohérent. Bravo. Merci d'avoir fait ça, parce que c'était génial. Et derrière, après, on a une sorte d'histoire qui va vraiment, et donc c'est dans cet épisode où il y avait le membre des Sons of Anarchy, qui est Bobby dans les Sons of Anarchy, et je l'ai noté sur ma tablette, c'était Ranzar, qui s'appelait en version originale. Il était très sympathique, mais voilà, c'était un personnage qui va... Et en plus, on peut imaginer qu'il n'est potentiellement pas mort. Donc ça peut être très intéressant, peut-être qu'on le reverra, je me le souhaite en tout cas parce que c'est un acteur que j'aime énormément. Si vous ne le connaissez pas, il avait joué dans Batman Begins et il avait joué dans Sons of Anarchy, bien évidemment. Personnage génial. Et ensuite donc on arrive aux 2 épisodes finaux qui font vraiment épisode final parce que t'as ce côté d'épisode en 2 parties, assez génial avec un rythme hyper soutenu où on te dit bah voilà, si jamais tu reviens avec nous, on rend le bébé Yoda, enfin en tout cas on va essayer de tuer la personne qui le veut, et si on y arrive, tu seras libéré parce que ça voudra dire que la personne qui te cherche, elle pourra enlever, il y aura plus ta tête mise à prix et tu pourras revenir en vie. Et là tu découvres que le grand méchant, c'est Gus, donc le nom du méchant, pardon, il s'appelle Moff Gideon. Hyper intéressant, charismatique, tout de suite il apparaît, tout de suite il met tout le monde d'accord. De toute façon c'est un acteur génial, Breaking Bad, mais il avait joué aussi dans Westworld, pour ceux qui avaient vu son épisode sur Westworld. Il a joué aussi dans une série qui s'appelle Once Upon a Time, dans lequel franchement on peut pas en tirer grand chose de cette série, et pourtant lui il était plutôt pas mal dans la série. Bref, il a joué dans plein de choses, vraiment c'est un acteur très prolifique depuis de nombreuses années. Et à chaque fois, il est toujours très haut niveau. Et c'est là que tu te dis que cet homme, il va falloir que les portes du cinéma elles s'ouvrent et qu'il va falloir qu'il ait un grand rôle quelque part. Voilà, il va falloir que ça arrive à un moment donné. C'est comme Bryan Cranston, on comprend pas pourquoi il n'a pas déjà là un énorme rôle, énorme au cinéma quoi. Il a eu il a eu des petits rôles là pour le moment. Il fait un gros rôle pour ces gens-là. Ils sortent des séries et t'as l'impression que on leur fait pas suffisamment confiance pour porter un film. C'est quand même effrayant. Bref, mais tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, parce qu'il revient dans une série, dans lequel il va être génial. Et il va revenir en saison 2, et ça a déjà été annoncé qu'il serait présent dans la saison 2, et qu'il va être encore plus présent. Donc c'est génial pour moi. On a tout, il y a aussi un robot par exemple, qui fait pas du tout justement robot placement de produit, parce qu'il y a déjà le Yoda en placement de produit. Donc c'est un robot qui est pas très beau, pas très esthétique, donc tu sens pas qu'ils veulent vendre à jouer avec ce truc là, enfin en tout cas moi je l'ai pas ressenti. Mais justement, c'est parce qu'il est pas très beau, et en fait il a plein de gadgets de partout qui peuvent sortir, il a des armes, les bras, la tête et tout, et en fait tout est une arme, donc en fait il peut tirer dans tous les sens, son corps il peut bouger dans tous les sens. C'était génial, bravo Jon Favreau. Bref, je pourrais continuer pendant des heures parce qu'en réalité tout dans cette série montre à quel point quand on a un réalisateur qui a une bonne idée et qui a quelque chose à raconter, ça fait 50% du boulot, et qu'en plus quand c'est bien réalisé, que c'est bien fait, que t'as une bonne musique et que t'as des acteurs qui jouent bien, j'ai envie de dire le boulot il est fait quoi, le boulot il est fait. Et en plus c'est sublimé par du fanservice qui est très bienvenu, le bébé Yoda, etc., les Jawa, plein de trucs comme ça, un univers hyper florissant, avec des petites créatures, par exemple, sur lesquelles monte Mando à un moment, qui sont étranges, mais sympathiques, ça rappelle un peu le Tauntaun, très bien, très bonne idée, enfin, que des bonnes idées, bravo. Et c'est là que tu te dis, les mecs, quoi,
quand vous faites venir des gens au cinéma, faites venir des gens qui ont des idées. Parce que si c'est pour faire venir des gens qui font des remakes, on n'en veut pas. D'accord? On n'en veut pas. D'accord? On veut des gens qui ont des idées. Et ça se voit, parce que dès que t'as des gens qui ont des idées, et bah étonnamment, et bah ça marche. Étonnamment. Et ouais, quand on a un scénario, ça fait déjà la moitié. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu. C'était incroyable. C'était génial. Et alors je me terminerai par un petit point Théo. Est-ce que il serait pas terrible que le bébé Yoda il meure? Alors moi j'espère pas. Mais alors, si jamais ils veulent vraiment faire de Moff le grand méchant, un méchant mythique de Star Wars, si jamais ils butent Yoda, il va prendre 8500 points sur le rang des méchants. Là, déjà que Dark Maul, il a jamais prononcé un mot, c'est un des méchants les préférés des gens. Mais si là, par exemple, il combat au sabre laser, parce qu'on a vu qu'il avait un sabre, ça promet, et qu'en plus, le mec, il s'en prend au bébé Yoda et que limite il lui fait du mal, mais ça peut devenir une saloperie intersidérale, hein. Ça peut devenir quelque chose de très très sérieux, hein. Dark Vador pour moi est intouchable. Mais Kylo Ren et Dark Maul, pour moi, ils sont en difficulté maintenant. Hein. Parce que, bon, Kylo Ren, il y en a qui vont dire que c'est pas un des grands méchants. Et Snoke, je l'exclus direct parce que c'est un méchant qui tient pas la route. Il y a Palpatine qui tient encore, mais vu que Palpatine a été vachement abîmé, je trouve, dans la dernière trilogie, et bah voilà. Donc il peut devenir un méchant hyper important de l'univers Star Wars, quoi. C'est-à-dire que moi, je serais pas surpris que ce méchant, on peut se retrouver après dans les comics, dans les machins, enfin. Là, il y a une porte ouverte à beaucoup de choses. Et je vous dis même pas que la série Obi-Wan, j'attends énormément, j'espère que ça sera aussi. J'espère que ça sera aussi. Il y a Ewan McGregor, quoi. Ewan McGregor, c'est quand même l'un des meilleurs acteurs du monde, quoi. C'est fou. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de The Mandalorian saison 1. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous a pas plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Mais franchement, je vous le dis, c'est une série. J'en attendais rien. Et justement, le fait d'en attendre rien, mais c'était encore plus sublime, quoi. C'est pas comme une série dans laquelle j'attends énormément de choses. Là, c'est une série, j'en attendais que dalle. Bravo. Et je pense que ça va permettre aussi de mieux vendre Disney+, parce que pour l'instant, Disney+, je pense que les séries Marvel allaient le permettre de le vendre, mais Star Wars, j'étais pas sûr que ça aiderait à vendre. Mais maintenant qu'on a des très bons retours sur les séries Star Wars, si elles gardent cette qualité, bah, on aura de plus en plus envie de s'y abonner, et ça promet beaucoup. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir. Et vous pouvez faire un lien YouTube pour me soutenir si vous avez envie de m'aider et d'améliorer le matériel. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!